Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai énormément de stock à vous présenter. Je vais essayer de tout couvrir dans le temps qu'il m'est à faire. C'est un projet qui est super passionnant. Fait que c'est très difficile de se limiter parfois aux minutes qui nous sont allouées. J'ai changé un petit peu le titre parce que l'Ukraine, les traditions, la modernité, c'est vraiment un défi pour les producteurs laitiers. Avant de commencer le vif du sujet, on va faire une petite visite guidée. Un petit peu là, il me semble que ça fait on va faire une petite visite guidée. Le drapeau de l'Ukraine, c'est une bande bleue avec une bande jaune qui rappelle un peu les champs de l'Ukraine. C'est le ciel bleu puis les champs de blé. Leur emblème, c'est le trident qui imite un peu un faucon qui fond sur sa proie. L'argent en Ukraine, c'est le grivna. $1 canadien équivaut à 21 grivnas. Leur argent est très faible. On a un pouvoir d'achat très, très grand quand on va en Ukraine. Leur monnaie est surtout illustrée de cosaques célèbres, philosophes, historiens. La religion, c'est majoritairement de religion orthodoxe. Fait que c'est très joli parce que les églises ont des espèces de petits pignons tout charmants. Fait que quand on se promène dans les villages, on voit tous ces petits pignons-là. Fait que c'est vraiment très, très joli. L'artisanat en Ukraine, c'est beaucoup illustré par des oiseaux, des fleurs sur les poteries, sur des peintures. La broderie, nécessairement, qui est les chemises brodées. Puis chaque région de l'Ukraine a un peu son propre patron de broderie. Puis on trouve aussi beaucoup d'icônes religieuses. La religion occupe une très, très grande place. Ils sont très pratiquants, très croyants. Aussitôt qu'on embarque dans une voiture, il y a tout de suite une série d'icônes. Ils ont tous un crucifix autour du cou. Fait que tous les discours qu'on entend présentement sur les signes religieux, ça passerait pas beaucoup en Ukraine. Qu'est-ce qu'on mange en Ukraine? On mange la borscht, nécessairement, cette soupe-là de légumes dans laquelle il y a de la betterave qui donne la couleur caractéristique avec un peu de crème sûre. Les varaniki, ici, c'est comme des raviolis fourrés soit aux pommes de terre ou aux choux à la viande. Fait que quand on mange ça sur l'heure du midi, on est assez bien étoffé pour entreprendre l'après-midi. Et la fameuse compote ou lousvar qui est faite de fruits séchés fumés qu'on fait tremper puis qui en font des jus maison. Au marché, qu'est-ce qu'on retrouve, mis à part les fruits et légumes? On retrouve beaucoup de miel parce que l'Ukraine, c'est le premier pays producteur de miel en Europe. On trouve les produits laitiers non pastörisés, crus, autant ici on voit le lait de vache, le lait de chèvre, puis des fromages ici fermiers qui est fait à la maison. On fait bouillir le lait, puis on filtre le caillé pour faire ces fromages-là. Puis on trouve aussi beaucoup de charcuterie et saucissons. Quelques statistiques terrestres. La population, 43 millions de personnes, dont 70% vivent à la ville. Superficie de terre arable, c'est 43 millions d'hectares. Puis est majoritairement composé de ce qu'on appelle l'or noir de l'Ukraine, soit le tchernosium. C'est un sol noir très, très riche en matière organique et sans roche, sur lesquels qu'on fait pousser pour la moitié de la superficie des céréales, majoritairement du blé, de l'orge, du maïs. 66 millions de tonnes récoltées en 2016. On cultive aussi beaucoup de tournesol, plus dans l'est de l'Ukraine où c'est plus chaud. Pour 5 millions d'hectares, on extrait l'huile de ça. Puis le tourteau de tournesol, c'est la source protéique qui est majoritairement employée au niveau des troupeaux laitiers. On cultive aussi de la betterave à sucre, la pulpe de ça est également servie aux vaches, les pommes de terre, puis des prés et pâturages pour 8 millions d'hectares, parce qu'autour de chaque village, il y a des grands champs communautaires où les gens vont faire paître les vaches. Fait que du haut du ciel, ça ressemble un peu à ça. C'est des grandes étendues de céréales là, quand on atterrit. En 1991, après la chute du communisme, il y a des centaines de milliers d'hectares des kolkhozes qui sont les grandes fermes qui étaient des grandes fermes contrôlées par l'État soviétique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont partagé ces terres-là entre les travailleurs. Fait que chacun a obtenu un lopin de terre puis quelques vaches. Fait que c'est pourquoi qu'aujourd'hui, les terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des milliers de micropropriétaires. Les terres ukrainiennes ne sont pas à vendre. Il y en a plusieurs de loués à des Français, des Belges, des Hollandais.
Puis, on pense qu'en 2018, l'année prochaine, on commence à regarder des opportunités de vente des terres en étranger. Fait que c'est en discussion présentement au niveau du pays. Fait que quand on est dans les airs, ça ressemble plutôt à ça. Plus on s'approche des villages, plus on a des petits lopins de terre divisés, puis ça ressemble à un joyeux patchwork de blé et de verre. Quelques statistiques laitières maintenant. Le nombre de vaches laitières, 2,1 millions, comparativement à 959 000 pour nous au Canada. La production annuelle de lait, 9 à 10 millions de tonnes, comparativement à 84 millions pour le Canada, dont 75 % est produit par les petites fermes laitières. La moyenne de production par vache, pour les petites fermes, ça peut se situer entre 3 500 et 4 500 kilos par année, pour une moyenne d'à peu près 12 kilos par jour. Puis dans les grandes fermes, ben ça peut aller jusqu'à 5 à 8 000 kilos. Il y a des fermes qui font plus que ça, mais ces fermes-là, ils sont vraiment plus, soit qui sont modernisées ou qui ont travaillé beaucoup aussi sur l'alimentation. Fait que ça fait des productions de 15 à 25 kilos par jour. Les principales races laitières, on a la Pie noire d'Ukraine puis la Pie rouge d'Ukraine. Fait que c'est des vaches, des petites vaches, format, je dirais, de la même grandeur que la Jersey. Ils sont soit noires et blanches, rouges et blanches. On retrouve l'Ukrainienne à tête blanche, puis on retrouve aussi la rouge des steppes. Naturellement, c'est sûr que de la Holstein, elle est plus présente au niveau des grandes fermes parce que eux veulent produire du lait, fait qu'ils savent que c'est la vache par excellence pour cette fin-là. On trouve aussi de la cimentale laitière, plus dans la région de Lviv, parce qu'ils sont plus collés sur l'Europe, sur la Pologne, sur l'Allemagne, fait qu'il y a des animaux qui ont été importés. Puis on retrouve également de la Jersey depuis peu. Je crois que c'est vraiment le projet de Sukodevi qui a fait populariser cette vache-là au niveau de l'Ukraine. Puis en ce moment, il y a vraiment un engouement très, très élevé pour cette race. Les fermes, je les ai nommées les micro-fermes parce que c'est vraiment des fermes de 1 à 3 vaches. C'est eux qui produisent quand même passablement de lait au pays. Fait que ça ressemble beaucoup à nos fermes de jadis avec des stalles en bois, des petits dallots. Ici, on voit une ferme. Là, ici, la photo est très sombre, là, mais la vache, elle est en arrière de la grand-maman qui est là. Fait qu'elle, elle va passer l'hiver là jusqu'à temps qu'elle revoie la lumière au printemps. Fait qu'elle avait un petit problème de mamite. Fait que notre ami Théodore t'a préféré un CMT. On a les petites fermes familiales de 10 à 15 vaches. Ici, c'est un bâtiment qu'on avait visité l'année passée au mois de juillet. Fait que c'est assez solide, grand. Il y avait 16 vaches dans ce troupeau-là. Puis ici, c'est des fermes qui ont été construites avec des plans qui datent un peu de la phase 1, mais c'est des petites fermes familiales qui sont communément vues. Okay. Ici. Ensuite, il y a des fermes moyennes, on dirait de 30 à 100 vaches. C'est des fermes qui sont toutes faites de bois avec ventilation naturelle. C'est encore une taille de ferme où ce qu'on est capable de rencontrer les propriétaires puis de parler directement avec eux. Puis tu as les grandes fermes qui sont les anciens colcas justement qui ont été rénovés. Fait qu'on voit là-bas, un peu j'ai de la misère à trouver mon curseur. On voit dans le fond, c'est un peu ça que ça ressemble de l'extérieur. Puis quand ils ont été modernisés, bien ils ont pratiqué une ouverture sur le dessus, ils ont mis de la lumière, ils ont peinturé, ils ont mis de la ventilation, puis c'est majoritairement des stabulations libres. Après, ensuite, on va parler du prix du lait. Le prix du lait, il varie beaucoup en fonction de la taille de la ferme puis de la saison. Parce qu'il y a encore beaucoup de saisonnalité là-bas. Les paysans tarissent les vaches durant l'hiver puis recommencent à véler au printemps. Fait que la moyenne du prix du lait là-bas, c'est environ 7 grivnas de litre, qui, dans notre argent, est une moyenne d'à peu près de 33 sous le litre. Les petites fermes obtiennent entre 4 et 6 grivnas, puis les grandes fermes obtiennent un petit peu plus, entre 6 et 9. C'est chacun qui fait sa propre mise en marché. Il y a des grandes fermes qui peuvent avoir plus parce qu'ils ont négocié directement avec les transformateurs. Il y a une petite prime pour le gras quand on dépasse 3,4 %, puis une petite prime pour la protéine quand le standard est à 3. Puis le lait d'hiver, grosso modo, il est payé 25 % plus cher. Puis naturellement, ça, c'est plus les grandes fermes qui l'ont parce qu'ils sont capables de produire à l'année. Prime pour la qualité du lait, nous autres, c'est comme ça fait partie de nos conditions de production. Là-bas, ben il y en a pas, il y a aucun incitatif de la part des acheteurs pour payer pour du lait de qualité, sauf la compagnie Danone qui est présente dans l'est du pays. Fait qu'ils donnent une prime à la qualité pour du lait de 400 cellules de moins. Puis la prime, c'est environ 50 copecs, soit 2 sous.
La qualité du lait, on la donne pour la qualité extra, qui veut dire qu'il est en bas de 400 000, 300 000 pour les bactéries, une livraison à 8 degrés pour la température de livraison du lait. Puis il mesure aussi l'acidité, c'est un critère pour évaluer la qualité du lait, puis la propreté de grade 1, sauf qu'on sait pas trop c'est quoi les critères qui font que c'est un grade 1. Fait que toutes ces catégories de lait-là sont achetées par les acheteurs puis ils sont transformés. C'est pas parce qu'il est non classé qu'il est non pris. Il est pris, il est transformé puis il est vendu. Le transport cueillette du lait, ceux qui sont chanceux de faire affaire avec la compagnie Danone, ils ont quand même des camions modernes, réfrigérés, mais on voit aussi beaucoup cette espèce de petits camions-là ici où c'est écrit Moloko. Dessus, Moloko, ça veut dire le lait. Fait que c'est un petit camion qui date de l'époque soviétique. On sait pas trop comment c'est géré, comment c'est lavé, comment c'est entretenu, mais il y a du lait qui est ramassé avec ça puis qui est livré à des usines. Au niveau des villages, la première photo au fond à gauche, c'est dans une coopérative, dans un village, fait qu'on fait des fois la cueillette avec un petit trailer puis un petit camion. Il y a aussi la livraison express. Quand on a manqué la première livraison, on peut venir porter notre lait à cheval. Puis il y a la livraison aussi écologique qui se fait à pied directement au point de collecte des villages. La mise en marché du lait, le lait dans les magasins, les grandes surfaces, on le retrouve en pinte, soit des bouteilles de plastique, soit des sacs. On trouve aussi des produits transformés, comme là, c'est tous les produits d'Activia de Danone. Puis le kéfir aussi est très, très populaire dans ce pays-là. On retrouve dans des villages aussi le lait de la ferme ou le beurre produit à la ferme. Le prix du lait, le consommateur, il paye entre 15 à 18 grivna le litre. Dans les villages un peu éloignés des grands centres, on parlait plus de 10 grivna le litre. Fait que ça équivaut que notre producteur reçoit 33 sous en moyenne pour son litre de lait, puis le consommateur le paye 86 sous. Fait que ça donne un peu une idée du prix du lait. La mise en marché aussi là-bas se fait beaucoup de cette façon-là. On a notre grand-maman ici, la babouchka, là. Le matin, elle a très sa vache, puis elle est partie avec son lait. Elle expose son lait, ses légumes du jardin, puis elle passe la journée là. On voit dans son panier du bicycle qu'elle en a déjà vendu. Cette journée-là, il faisait à peu près au-dessus de 30 degrés. Fait qu'elle est là, le lait est là comme ça, les gens arrivent, rouvrent la sacoche, sort la pinte de lait, elle fait le transfert, on visse ça, paye le lait, remet ça dans sa sacoche, puis on s'en va à la maison. Fait qu'il y a beaucoup de lait qui est mis en marché comme ça. Cette photo-là, ici, je l'ai prise en septembre à Lévis, qui est une très grande ville, puis une ville touristique. C'est une ruelle juste derrière le centre touristique, puis on voit là tout le lait qui est là à température pièce, pas réfrigéré. Fait que c'est comme ça que se fait beaucoup la mise en marché du lait. J'ai demandé à quelques personnes là-bas, suite à ce que vous venez de voir, c'est quoi les défis des producteurs de lait en Ukraine? Premièrement, j'ai demandé à Ivan Pankiv, qui est le directeur de l'ADS, qui est un des centres de services avec qui on fait affaire. C'est le chaos dans le prix. Il y a pas de prix. La saisonnalité aussi. Le lait d'hiver, il est plus rare. Le lait d'été, il est en surabondance. Fait que c'est difficile de gérer ça. Obtenir le paiement des usines, ça peut prendre de 1 à 3 mois avant que tu reçoives ton paiement. Fait que dans ce temps-là, il faut que tu aies un coussin d'argent pour être capable de survivre à la ferme. Les producteurs laitiers aussi manquent beaucoup d'informations sur la production. En tant que propriétaire d'une entreprise, c'est-tu payant pour moi de faire du lait? Ils ont comme aucune idée de savoir est-ce que je fais de l'argent ou est-ce que je fais pas de l'argent. Ils n'ont pas de modèle à suivre, puis ils n'ont pas vraiment aussi de leader ou d'histoire avec succès qui permet peut-être de se comparer puis de se dire, je vais faire comme lui. Lui, il réussit, puis je vais essayer de faire comme lui. Puis il y a très peu d'investissement parce que l'accès au crédit est très, très difficile à cause des taux d'intérêt qui sont très, très élevés. Fait que ça se fait que tu n'investis pas beaucoup à ta ferme. J'ai demandé aussi à Oleg Kozik, qui est un conseiller dans le même centre qui travaille directement avec les producteurs. Il dit c'est l'achat d'équipements pour les petites et moyennes fermes. Ils n'ont pas d'argent pour acheter des équipements. Puis quand ils ont des équipements, des fois, c'est des équipements tellement vieux, il n'y a plus de pièces de rechange, fait que c'est difficile à opérer. Fait que aussi, ça fait qu'on a des fourrages de mauvaise qualité parce qu'on n'est pas capable de les ramasser efficacement, puis au bon moment. Puis il y a une grande absence de mécanisation au niveau des fermes. Puis il y a une absence de bons employés parce qu'une chose qui est un peu aberrante pour nous, un producteur qui a 5 vaches, il y a quelqu'un qui va venir faire la traite. C'est pas le producteur qui fait la traite de ses propres vaches. Ça, on la comprend pas, mais c'est comme ça là-bas.
Fait que, il dit aussi, le travail sur une ferme laitière, c'est un travail qui est non valorisé, puis à la limite, c'est quasiment un travail qui peut être humiliant dans certains cas. Une personne qui travaille sur une ferme laitière va gagner 9,50 $ par jour. Là, c'est pas de l'heure, là, c'est par jour. Tandis que quelqu'un qui va travailler sur la construction, il va gagner 14,25 $ en moyenne. J'ai posé la même question à Victor Nimchenko, qui est conseiller à DAS, qui est l'autre centre de service dans l'Est à l'Ukraine avec qui on travaille. Ce qui est difficile, le défi, c'est de se regrouper pour vaincre le monopole du lait. C'est que les gens, ils ont été élevés sur un régime communiste, fait qu'ils ont été habitués à mettre leurs choses ensemble, à travailler ensemble, puis à jamais posséder des choses à eux. Puis là, un jour, ben ils se retrouvent avec des terres, puis ils se trouvent avec des vaches. Puis là, on lui dit, ben mettez-vous ensemble pour avoir un volume de lait, puis essayer d'avoir quelque chose qui va intéresser des transformateurs. Fait que c'est difficile pour eux de se faire confiance aussi aux gens qui lui disent, mettez-vous ensemble pour arriver à avoir une espèce de volume intéressant. Ils attendent aussi encore le soutien de l'État, puis à en juger par les conditions, ça va peut-être prendre du temps avant que ça l'arrive. L'absence de prix, aucun investissement. Puis lui aussi il dit que le métier de producteur de lait, c'est non valorisé. Ils savent pas trop qu'ils pourraient faire de l'argent. Par mes yeux à moi, les conditions de travail là-bas, il y a beaucoup de travail manuel. Ça passe par la traite des vaches, ça passe par l'évacuation du fumier, puis la production de foin. Fait que ce petit tas de foin-là, c'est ce que vont manger les vaches durant l'hiver qui vient. Et que la qualité de vie, les gens travaillent très, très fort. Ils travaillent du matin au soir, c'est beaucoup de manuel, fait que c'est très exigeant pour le corps. Comme ici, les animaux vont au pâturage, la photo là-bas. Ils traient la vache le matin avant de partir. La vache va marcher une couple de kilomètres avant d'arriver au pâturage communautaire. Puis là, la madame, elle y va sur l'heure du midi, puis elle va traire sa vache. Puis là, c'est une vache qui donne 10 kilos, 12 kilos par jour, mais on la traite quand même 3 fois par jour. Puis le soir, la vache, elle revient à la ferme, puis on la retraite de nouveau. Là, nous autres, ce 3 traites par jour-là, on trouve ça là, tellement aberrant. Comment faire pour enlever ça? Mais en arrière de ça, il y a tout un contexte social. Les madames, ils se retrouvent toutes au champ, ça jase entre eux autres, ça leur permet de surveiller leurs vaches. Fait que c'est tout ça que pour nous autres, on trouve que c'est aberrant, mais pour eux, ben c'est traditionnel. Fait que c'est dur d'aller au-delà de ça. La même chose que cette madame-là, là, elle va passer la journée-là là, à 30 degrés au gros soleil pour vendre ses produits. Fait qu'ils travaillent très fort. Puis il y a aussi une grande résistance au changement. Ici, c'est Larissa qui travaille au niveau de DAS. Elle travaille en qualité du lait. Puis elle essaie d'éduquer les madames là-bas, les grands-mamans, à une meilleure hygiène. Fait que, madame, avez-vous lavé vos mains? Mes mains sont propres. Avez-vous lavé votre seau là, pour mettre le lait? Mon seau, il est propre. Fait que comment qu'on fait pour essayer d'éduquer des madames qui ont fait ça toute leur vie? Fait que c'est très dur. On a beau essayer de répéter, mais c'est dur de faire des changements. Ici, l'eau. Ceux qui sont venus avec moi, ils vont savoir que l'eau, c'est mon obsession. Parlez-leur de l'eau, là. Dites-leur qu'il faut de l'eau. Et ça, c'est une photo que Jean Brisson a pris l'année passée lors d'une des formations. Tes vaches ont-tu de l'eau au pâturage? Oui, il y a un ruisseau qui passe dans le milieu. Ben, le ruisseau, c'est ça. Fait qu'au pâturage, il y a pas d'ombre, il y a pas d'eau courante. Les vaches, fait que si on n'a pas d'eau, c'est sûr que ça impacte au niveau de la production laitière. Puis quand on arrive dans les fermes, là, on regarde les bols à eau, puis on pousse la palette. T'as un filet d'eau qui sort, là. Il y en a de l'eau, mes vaches. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on essaie de les expliquer qu'il en faut, oui, mais il en faut en qualité et en quantité. Fait que c'est pas évident tout le temps d'essayer de faire passer le message, puis comment qu'on fait passer le message. Bon, maintenant, je suis rendue au projet en tant que tel. Le projet, c'est chapeauté par Sokodevi. Le financement vient de l'Agence canadienne de développement international. C'est une phase 2, 2014 à 2021. On est quelques organisations qui travaillent au niveau de ce projet-là. Il y a AgroPur qui travaille au niveau de la composante production laitière, au niveau de la qualité du lait, puis tout au niveau de lien avec l'usine, la qualité. Valacta, nous, on s'occupe principalement de la mise en place du contrôle laitier. Puis la coop fédérée aussi qui va travailler au niveau de production de céréales. Fait que les 3 composantes, production laitière, production de céréales, puis aussi un projet qui permet de égalité homme-femme puis de voir à valoriser le rôle des femmes dans le milieu agricole.
Le but de Secours des Vies, c'est vraiment de créer des petites coopératives pour aider les petits producteurs à se mettre ensemble et à s'en sortir. Fait qu'il y a aussi plusieurs producteurs agricoles qui sont membres d'AgroPeur et de la Coop fédérée qui vont là-bas puis qui vont aider, faire des témoignages directs avec les gens là-bas, puis les aider à aller plus loin, les aider à comprendre c'est quoi le mouvement coopératif. Les deux régions, ça c'est l'Ukraine. Les deux régions, ce qu'on fait affaire, c'est la région de Lviv, qui est proche de la Pologne, qui est plus proche, c'est à l'ouest, plus proche de l'Europe, tandis que la grande région de Dnipro, on est collé sur la Russie. Puis tout ce qu'on entend, les conflits, ça se passe comme ici dans ce croissant-là. Puis ça, en bas, c'est la fameuse Crimée là, qui a été prise par la Russie il y a quelques années. Pour nous, chez Valacta, c'est l'implantation du contrôle laitier. Fait que c'est un contrat de 2014 à 2018. Il y a 3 grands volets. C'est la construction de laboratoires, la traduction de nos outils, puis la formation du personnel. La mise en place des labos, sur les 2 sites, autant à Lviv qu'à Dnipro, on a construit 2 petits laboratoires, puis ça a passé de la soumission au choix du site, la mise en opération. On fait aussi du support auprès des employés, puis la résolution de problèmes. L'objectif du projet, c'est d'ici 2021, c'est que chacun des sites analyse 10 000 échantillons par mois. Fait qu'ici, on a aussi formé le personnel, les techniciennes de laboratoire qui ont travaillé. Fait qu'en juillet 2015, on a Irina puis Katerina sont venues passer 3 semaines dans notre laboratoire chez nous pour apprendre toutes les analyses de lait, le design, comment ça fonctionne, parce que eux avaient sur leur épaule la responsabilité de retourner chez eux puis mettre en place un laboratoire similaire. Puis ils sont revenus aussi en juin 2017 pour une semaine, Irina puis Darina, puis sont venus apprendre le Gestalab. Parce que là-bas, les services vétérinaires, c'est vraiment très, très déficient. S'il y a quelqu'un de la MVPQ dans la salle, il y a un gros potentiel d'éducation des vétérinaires, de formation des vétérinaires là-bas. Fait que on va les aider un peu dans ça, détection dans le lait. Là, on est après, on est encore dans une période de rodage, de testage, puis c'est à venir pour 2018. Les analyses qu'ils font, gras, protéines, lactose, urée, les cellules somatiques. Puis, les 2 personnes qui travaillent en qualité du lait font aussi des bactéries totales pour évaluer la qualité du lait au niveau des réservoirs. Puis, ils font aussi des tests des pétrifilms pour trouver les bactéries de la mamite. Pour l'instant, c'est pas encore des services qui sont rémunérés. Ils servent plus à évaluer leurs actions, évaluer les programmes qu'ils mettent en place. Fait que les petits laboratoires, ça ressemble à ça. Celui de Dnipro au fond, celui de Lviv ici, il y a une ligne seulement, une capacité de 200 échantillons à l'heure. Puis présentement, à l'heure 2, ils font 14 000 échantillons de lait par mois. La traduction de nos outils, on a procédé à la traduction de lactée pour pouvoir qu'ils puissent faire le suivi de leur troupeau. Ça a été un grand défi parce que les autres, leur alphabet, c'est l'alphabet cyrillique. Fait que avec l'informatique, c'est tellement carré de l'informatique qu'on peut pas jouer. Fait que c'était un grand défi pour l'équipe informatique chez nous de réussir à traduire ça puis qu'on puisse le traiter. Les données sont envoyées au Canada, autant les données de lab que les données de gestion de troupeau, puis on fait la production des rapports Vision 2000, puis qu'on redépose sur mon site, puis que les producteurs, les techniciens viennent les chercher par Internet. On a traduit environ 9 de nos rapports Vision 2000 concernant la production, santé du pis, urée, puis gestion de troupeau. Fait qu'un rapport en ukrainien, ça ressemble à ça. C'est pareil comme les nôtres, sauf que c'est dans un langage qu'on comprend pas beaucoup. Il y a des cases qui sont libres parce que là-bas, on ne travaille pas avec les mêmes races d'animaux. Fait que nos calculs sont faits beaucoup pour la Holstein, la Jersey, Yorkshire, Swissbrune, les races qu'on connaît. Mais eux autres, avec les races ukrainiennes, on n'a pas encore assez d'historique pour être capable de sortir des chiffres pour leur race, mais c'est une chose qui viendra. Présentement, on a environ 109 troupeaux qui sont sous le contrôle laitier pour un total de 3000 vaches. Comme on voit, c'est beaucoup des moins de 30 vaches. J'ai fait une moyenne mathématique, fait que ça fait, 88 troupeaux de 9 vaches. On a des troupeaux entre 30 et 100 vaches, 14, puis de plus de 100 vaches, on a 7 troupeaux. Fait qu'on travaille tranquillement pas vite au recrutement. C'est un processus qui est long puis qui est quand même assez difficile parce que aussi c'est un service payant. Fait que les producteurs de lait là-bas sont vraiment pas habitués de payer pour ce genre de service-là. Présentement, le programme de Secours des Vies paye pour la rangée numéro 1, les moins de 30 vaches, c'est payé par le programme de Secours des Vies.
Formation, fait que c'est sûr qu'on est revenu avec la formation sur le contrôle laitier, avec Étienne Tremblay puis Joanne Blais. On a fait calibration de lactomètre, mais aussi on est encore, il y en a peut-être qui vont se rappeler à la bonne Vienne chaudière parce que c'est trait à la main ou c'est trait avec des trayeuses individuelles. Fait qu'on a le transvidage de 3 fois avant de prendre notre fameux échantillon de contrôle laitier. On a fait avec Jean Brisson l'année passée une tournée de chacun des techniciens dans leur milieu avec les producteurs pour regarder comment ils travaillaient avec le rapport Vision 2000. Fait que c'était super intéressant, super instructif, autant pour les techniciens que pour les producteurs, parce que ici, il faut qu'ils apprennent, les techniciens, à prendre confiance en eux puis d'être capables de faire des recommandations puis d'aller de l'avant avec leurs troupeaux. On a fait des formations sur rationnel. On a formé quelques personnes seulement qui font affaire avec des grands troupeaux pour être capables de revoir les programmes alimentaires. Encore là, les programmes alimentaires, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas d'analyse de fourrage. Ça coûte trop cher faire des analyses, fait qu'on travaille tout dans l'à peu près. Fait que c'est quand même assez difficile. Puis même si on travaille dans l'à peu près, les techniciens ils nous demandent donne-moi une recommandation précise, là, parce que moi, je veux pas avoir l'air fou devant mon producteur, mais ils ont aucune idée de ce que les vaches mangent, puis ils ont aucune idée des analyses des fourrages que les gens utilisent. On a fait des formations sur la qualité des fourrages avec Robert Berthiaume puis Jean Brisson aussi. Avec Steve Adair, on a fait une formation confort et logement parce que dans le cadre du projet, ils ont à rénover puis ils ont à construire des petites fermes. Fait qu'on voulait s'assurer qu'il y ait des bonnes références pour aller de l'avant de ce côté-là. On a fait aussi une formation gestion de la mamite, qualité du lait là-bas avec le docteur Christian Larouche qui a formé plus au niveau des techniciens, puis Gladys Aubé qui est conseillère en qualité du lait chez nous. Et on a fait aussi des formations avec Larissa puis Oksana au niveau de tout ce qui concerne l'hygiène au niveau des services de traite. Ce que là, je vois ici Sylvie Bilodeau qui est ici. Oui, elle est là, Sylvie. Sylvie travaille pour AgroPur, fait qu'elle a eu le bonheur de recevoir nos amis ce printemps, fait qu'on a fait un 10 jours de formation avec AgroPur sur la qualité du lait à l'étable, à l'usine. C'était super intéressant, mais malheureusement, je peux pas parler de tout, j'ai juste 35 minutes. Quand on dit formation, on dit outils. Fait qu'on traduit aussi des outils, des fiches techniques pour les producteurs et pour les techniciens. Fait que ici, je vois Simon Dufault du réseau Mamite. Ben merci beaucoup. Ils nous ont laissé utiliser leurs fiches du réseau qu'on a traduit en ukrainien puis qu'on est capable de donner aux producteurs puis aux techniciens là-bas. Puis toute cette formation-là se fait à travers d'interprètes. On parle français là-bas. Fait qu'on est super chanceux d'avoir des collaboratrices là tellement précieuses. On a Olena du côté de Lviv, puis Inga du côté de Dnipro. Fait que tout passe à travers elles. Fait que c'est des femmes avec des savoirs épouvantables parce que ici, on voit Inga qui est avec Jean Brisson. Là, Jean est après y expliquer quelque chose en nutrition. Là. Fait que c'est des termes techniques, c'est des procédés. Fait qu'on a notre Nicolas qui est là puis il regarde Jean puis qui aimerait bien ça parler français lui aussi pour être capable d'y parler direct. Fait que tout passe par ces femmes-là. Fait que ça prend une concentration puis ça prend dévouement là. Fait que c'est vraiment des personnes très très proches de notre cœur puis très très proches de notre travail. Des exemples d'activités qu'on fait avec Secours des Vies, traite au pâturage dans la région de Lviv. Qui dit traite au pâturage, ben dit gestion des pâturages. Fait que la traite se fait, c'est des appareils qui ont été achetés en Lituanie, achetés par Secours des Vies, qui sont installés dans les villages, puis les villageois amènent les vaches dans ces appareils-là pour la traite. Le lait est mis dans des petits réservoirs dans un petit trailer puis qu'on rapporte. À certaines autres places, ben le réservoir de lait est dans ce petit cabanon-là, puis on bâtit des corrals pour amener les gens dans ces appareils-là. Il y a eu 6 sites de construits en 2016, puis 15 sites de plus en 2017. Ça remporte quand même un assez grand succès. La seule chose, c'est que les pâturages, ben c'est à ça qu'ils ressemblent avant d'être rénovés. Fait que c'est un immense terrain de jeu pour les taupes, comme vous pouvez voir. Fait que c'est des pâturages très vieux. Ça fait hyper longtemps qu'ils n'ont pas été rénovés. Fait que ce qu'on a fait en 2016, on a commencé des formations avec Robert Berthiaume. On voit au milieu le monsieur là avec la calotte qui parle. C'est Nicolas Speck, c'est l'agronome qui est responsable de rénovation des pâturages. Fait qu'on a travaillé avec lui, on a passé l'information. Cette année, en février 2017, on est retourné.
Puis on a fait, plutôt que les gens viennent à nous, nous sommes allés à eux. Fait qu'on est allé dans 3 régions autour de Lviv, travailler directement avec les gens qui avaient travaillé sur le pâturage l'an dernier, puis qui étaient pour travailler en 2017. Fait qu'on a formé directement les gens là, dans 3 régions. Fait qu'ici, ben c'est le résultat que ça donne. C'est une photo de l'an dernier. C'est un pâturage qui a été rénové. Le grand défi, ça va être de le garder comme ça. Parce que c'est très difficile. Les gens sortent les vaches par exemple, le 6 de mai parce que c'est telle fête religieuse. Fait que même si l'herbe est comme ça, il y a de l'herbe, c'est vert, là, c'est de l'herbe, on va envoyer nos animaux. Non, c'est pas prêt. Fait que c'est très difficile d'apprendre la gestion. Fait qu'on a développé des outils pour essayer de les aider. Puis on espère qu'en 5-6 ans, on reviendra pas à la photo que je vous ai présentée avant, mais qu'on pourra garder les pâturages de cette façon. Il y a aussi beaucoup de rénovation des micro-fermes. Le projet cible des familles prometteuses. Puis, ce qu'ils font ici, c'est une grande ferme de 2 vaches écarts qu'on voit ici. Fait que c'est peinturé, on met de l'eau, on rebâtit les séparations, là, les divisions, on met un tapis par terre. Puis, il y a une petite treilleuse qui est faite par de Laval, une petite treilleuse individuelle qui est donnée aussi aux propriétaires de la ferme. Il y a aussi des fermes qui se font construire. C'est le genre de petite ferme que on a vu tout à l'heure l'intérieur, ça varie entre 10 et 15 vaches, à peu près ventilation naturelle. Puis ici, là, dans la partie, ben, il y a un réservoir aussi qui est là. Fait que ça, c'est le genre de ferme qui est bâti par Secours des Vies. Ça fait que c'est des investissements importants qui ont été faits par Secours des Vies. Fait que c'est sûr que eux ont comme une attente face à ça. Ils s'attendent à une hausse de la production. On leur fait des analyses de lait, on leur donne le contrôle laitier, ils ont des rapports pour suivre les évolutions, puis il y a des techniciens formés qui vont les voir. Comment ça se fait qu'on n'a pas de résultats? Mais c'est difficile parce que quand même des mentalités à changer. Fait que même Oleg, pour ceux qui ont pu le côtoyer, c'est une personne qui a un grand savoir. Il dit, je possède des très bonnes connaissances. Il dit, je me tiens à jour dans les informations. Mais là, il dit, j'arrive pas à trouver d'approche pour faire progresser mes producteurs. Je lui donne des conseils, il les écoute, mais il les applique à moitié. Fait que pour lui, ça devient frustrant, puis il aimerait ça être capable de faire avancer ses producteurs plus vite que ça. Fait que on a commencé à demander aux conseillers, ben allez voir vos producteurs puis demandez-leur c'est quoi votre objectif en tant que producteur de lait, qu'est-ce que vous visez à faire. Fait qu'on a fait travailler les techniciens, ils ont pris les objectifs, qu'est-ce qui motivait les producteurs à travailler dans cet objectif-là. Par exemple, je veux améliorer mes cellules somatiques, je veux avoir des vaches en meilleure santé, je veux faire plus de lait, je veux faire plus de gras. Puis après ça, ben ils ont dressé un plan d'action dans le but de l'objectif qui avait été fixé. Fait que du côté de Nipro, on a commencé à travailler ça avec Pierre Plamondon, qui est ici avec nous aujourd'hui, puis qu'on travaille avec l'équipe de techniciens, avec les objectifs. Fait que ça nous donne aussi une façon de faire du coaching, ça nous donne aussi une façon de regarder dans le lacté, qu'est-ce que tu as comme information sur ta producteur-là, qu'est-ce qui manque. Fait que c'est des exercices qui sont super intéressants, puis là, ben c'est là qu'on peut échanger sur nos manières de faire respectives. Du côté de Lviv, ben, on a commencé la même chose avec Karen Bergeron, qui est conseillère stratégique chez Valacta, sauf qu'elle a une famille un petit peu plus grande, parce que cet adjoint-là, Christina, qui est la petite blonde ici, là, Christina qui travaille dans le projet genre, le projet égalité homme-femme. On a Nicolas Speck qui travaille au niveau de l'amélioration des pâturages. Le vétérinaire Roman qui est ici, Oksana en qualité du lait, puis Vitaly qui donne des formations au niveau des petites fermes. Fait que chacun a à travailler, oui, je vais être correct. Chacun a à travailler avec des producteurs, fait qu'on a fait l'exercice avec eux. Cet exercice-là comprend aussi des visites de ferme parce que c'est important de comprendre le contexte dans lequel on travaille, puis être capable de parler directement avec le producteur. Puis là, on voit un peu la régie, on voit un peu qu'est-ce qu'il y a à l'étable. Fait que ça nous permet d'être capable de, ben oui, ça marche pas parce que telle raison, puis on est capable de faire des meilleures recommandations. Fait que c'est un travail qui est super intéressant, super stimulant. On puisse échanger aussi ensemble avec eux. Puis surtout que pour les techniciens, ben ils travaillent directement avec des personnes qui font le même travail qu'eux ici au Québec.
Aussi, avec Pierre, on a qu'est-ce que les vaches mangent, justement? Ben avec Stas, on a pesé des balles de foin. Le propriétaire, il dit que ces balles de foin, ben ils pèsent entre 12 puis 25 kilos. Fait que c'est du simple au double. Fait que, tu sais, pour vraiment savoir ce que les vaches mangent, ben on est allé sur place, puis on a fait un peu de travail plus manuel avec les techniciens. Ce que les vaches mangent, ben c'est un peu ça. C'est le fameux tourteau de tournesol qui est ici en noir. C'est leur source principale de protéines, puis des grains mélangés qui mouent pour donner aux animaux. Puis le foin également, le foin de luzerne, puis le foin de graminées. Le futur, c'est comment? J'ai demandé aussi aux mêmes personnes comment vous voyez le futur de la production laitière en Ukraine. Ben pour Oleg, c'est les fermes familiales de 10 à 30 vaches qui sont le futur, puis les grandes fermes de 100 à 300 vaches. Les petits producteurs vont disparaître, puis il va y avoir de moins en moins de transformation de lait à la ferme. Puis les coopératives laitières vont être le futur pour le développement de l'Ukraine. Puis selon Oleg, ben ils vont finir par avoir une usine, puis ils vont donner une prime pour la qualité du lait. Pour Nicolas Bourac, c'est un petit producteur de 6 à 8 vaches à peu près. Ben il dit qu'il va avoir davantage de fermes de petite à moyenne taille dû à la protection de l'environnement. Fait que lui, il dit que la production va se stabiliser de ce côté-là. Il va avoir de moins en moins de fermes, donc de plus en plus de possibilités aussi d'entrer en production. Puis, pour lui, c'est la production biologique qui est le futur, à cause que tu as l'Union européenne qui est très, très proche, puis les produits biologiques sont quand même en demande. Pour son fils, qui s'appelle aussi Nicolas, puis il y avait son ami Vitaly, ces deux jeunes d'à peu près 22-23 ans. Il était dynamique, il était positif. Il dit la production laitière est une business. On peut prospérer comme producteur de lait. Eux autres, ils y croient. C'était le fun de rencontrer des gens comme ça qui avaient plus de positif parce que puis aussi c'est une famille qui avait de l'argent, fait que c'est une famille qui était plus sensible au calcul, à la valeur des choses, fait qu'eux voyaient vraiment une business dans la production laitière. On a rencontré aussi Madame Irina puis son fils Sergei. Elle aussi, c'est une femme d'affaires. Elle élève des porcs, elle produit des grains, puis elle a une petite ferme laitière. Puis elle, avec le lait, elle veut bâtir le futur de ses deux enfants. Présentement, elle avait une ferme, puis elle projetait d'en construire une autre de l'autre côté du chemin, puis elle était pour la confier à sa fille. Fait qu'elle dit que la production laitière, c'est vraiment une source de revenus pour elle, puis elle voit la possibilité de vivre de la production laitière. Pour notre ami Ivan, ben les micro-fermes vont disparaître. Puis dans les villages, les fermes qui vont rester, ben vont alimenter le lait en produits laitiers, les gens du village. Les fermes moyennes vont croître parce que un jour, ils vont finir par y voir qu'il y a une business à faire là en production laitière. La demande pour les produits laitiers va croître aussi avec le niveau de vie des Ukrainiens. Puis les coopératives laitières sont le futur de la production. Pour ma part, j'ai listé une certaine liste de conditions gagnantes. Les transformateurs, ils doivent réaliser, ils doivent être convaincus de vouloir acheter du lait de qualité pour mettre en marché des produits de qualité. Présentement, c'est pas le cas. Ils savent-tu, puis ils laissent ça comme ça parce que l'argent rentre à plein, puis ils n'ont pas besoin vraiment de s'améliorer. Mais il va falloir un jour qu'ils en viennent là avec l'Union européenne qui est juste aux côtés, puis un potentiel d'exportation là-bas. Parce qu'on le sait qu'avec le conflit russe, il y avait 35% du lait qui s'en allait au niveau de la Russie. Les frontières ont été fermées. Mais ce 35%-là, ben il faut qu'ils poussent ailleurs. Puis ils poussent du lait de mauvaise qualité. Fait que les autres pays alentours, ils en veulent pas de ce lait-là. Fait qu'il va falloir qu'à un moment donné, les transformateurs se réveillent puis travaillent avec des produits de qualité. Moderniser les infrastructures, améliorer le transport du lait, garder la chaîne de froid. Il y a aussi beaucoup d'éducation à faire au niveau des consommateurs. Parce que présentement, les consommateurs, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils achètent. Les techniciens laitiers, eux autres, ils savent. Ils savent quelle usine... si Danone a refusé du lait, c'est qu'il était vraiment pas bon. Mais il y a une autre usine qui l'a acheté puis qui l'a transformé. Fait que quand on va s'acheter une crème glacée ou on va s'acheter quelque chose, prends pas cette compagnie-là, achète de celle-là. Ils savent exactement qui est bon, qui est pas bon. Puis une prime à la qualité, c'est sûr qu'on a vu les effets que ça fait chez nous, ben ça ferait un peu la même affaire là-bas. Puis un meilleur prix du lait aussi pourrait stimuler les investissements à la ferme, faciliter l'accès au crédit. Présentement, les taux d'intérêt, je pense que ça roule à l'entour de 30%. C'est très, très élevé. Fait que tu peux pas, pour acheter des équipements, pour faire entrer des technologies sur les fermes, pour agrandir, pour rénover. Aussi, des meilleures connaissances techniques pour être compétitif.
présentement, les services conseils, ils sont pas prêts à payer pour du service conseil parce qu'ils n'en voient pas encore tout à fait la valeur, mais ça s'en vient. Aussi, il faudrait avoir des services vétérinaires formés et compétents. Présentement, c'est difficile. Les vétérinaires, ils ont juste une formation théorique dans les livres. Ils ont pas, tu sais, je demandais aux 2 vétérinaires avec qui on fait affaire, quel genre de formation que tu aimerais faire? Ben, j'aimerais ça apprendre à faire une césarienne. Ils l'apprennent pas à l'école. Ici, ça se fait debout, les yeux fermés, que pratiquement, mais là-bas, c'est comme, ils ont pas ça. Ils étudient dans les livres, puis après ça, ben, ils apprennent ce qu'ils peuvent en regardant sur Internet, puis en essayant de se former par eux-mêmes. Il y a aussi beaucoup un fait de valoriser la profession, valoriser le secteur laitier. C'est un secteur où on peut avoir du succès, qu'on peut faire une business. Fait qu'il faut vraiment qu'on aille dans ce de dire t'es producteur de lait, parce que là-bas, un producteur de grains, c'est très bien vu. Ils font de l'argent, c'est reconnu, tandis qu'un producteur de lait, ben ça, c'est moins reconnu. Fait qu'il y a un grand travail de faire pour valoriser la profession de producteur de lait auprès des producteurs, pour dire que vous êtes des producteurs d'aliments, vous nourrissez le monde, donc vous êtes important. Puis aussi, regardez ce qui se fait chez les voisins. L'Union européenne est juste là. Ben, tu sais, faut regarder puis faut anticiper. Il y a encore plein de maladies. La tuberculose, la brucellose, c'est encore présent là-bas. Fait que ça va faire des limites à l'exportation de produits. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'ils regardent. Puis également, ben, c'est sûr que les traditions et croyances, mais là, de plus en plus, ben, les babouchkas sont après disparaître tranquillement pas vite des villages. C'est sûr que tu as la jeune génération qui va prendre le dessus, puis sont peut-être un petit peu moins attachés aux traditions, aux croyances. Puis il y a également le défi de la langue. Ils parlent pas anglais, mais pas du tout. Du côté de Lviv, un peu plus parce qu'ils ont beaucoup de touristes, mais du côté de Dnipro, on rentre dans un restaurant, puis on commence à parler en anglais, puis là, ils nous arrêtent tout de suite, puis ils vont chercher la personne qui parle anglais dans le restaurant pour prendre notre commande. Fait que ça, c'est des jeunes de 19-20 ans. Fait que quand tu es capable de lire juste l'ukrainien puis le russe, ben c'est difficile après ça de s'ouvrir au monde, d'aller plus loin. Fait que ça, c'est une photo un peu qui dit un peu tout, qui résume peut-être un peu ma conférence. T'as toute la modernité qui amène l'efficacité, qui amène la vitesse, qui amène des économies d'échelle. Ça, c'est là. Puis d'un autre côté, ben t'as encore toutes les traditions où il y a beaucoup de travail manuel. Les chevaux sont encore présents sur des grandes fermes. Fait que c'est vraiment un défi on tient encore à nos traditions, mais on regarde ce qui se passe aussi, puis comment ça voudrait mieux aller. Moi, je suis sûre que le gars avec son chandail rouge là, sur le dessus, il aimerait bien ça prendre la place du gars qui est dans le tracteur. Fait que c'est ça. Puis un autre très, très grand défi aussi de ce projet-là, c'est qu'on essaye de faire à ces gens-là en 5 ans ce que nous, on a fait en 40 ans. Fait que c'est difficile, tu sais, on veut aller vite, on veut qu'ils comprennent, on veut qu'ils avancent, mais c'est pas évident. Fait que on fait beaucoup d'actions, on essaie de trouver des moyens de faciliter les choses. On a beaucoup de vouloir, mais c'est sûr qu'il faut laisser le temps de faire les choses. Il faut que les gens absorbent ce qu'on leur dit, c'est ça. Mais malgré tout, c'est un super beau projet, c'est très motivant. C'est super intéressant, c'est des gens très attachants, c'est tout le temps une joie de se retrouver là-bas parmi eux, ils veulent apprendre, ils sont motivés. Quand on repart de là, on a juste hâte à la prochaine fois qu'on va retourner pour continuer de travailler avec eux. Fait que merci beaucoup, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui.